si vous voulez savoir à quelle vitesse les liens familiaux volent en éclats, attendez simplement que quelqu'un détruise un disque de projet d'une valeur de 50 000 $, et en sourit. J'ai toujours été la personne fiable de ma famille. Le pilier studieux en arrière-plan. La fille qui paie son propre loyer, construit sa propre carrière à partir de rien, arrive à l'heure, et ne demande jamais le moindre service ou centime. Ma sœur cadette, Fallon, est tout le contraire. À 27 ans, elle vit toujours dans la spacieuse chambre d'amis de nos parents. Elle passe ses journées à dériver d'un rêve illusoire à l'autre, à faire défiler les réseaux sociaux, d'une manière ou d'une autre, à toujours avoir un nouveau sac de créateur suspendu à son bras. Elle est ce que les thérapeutes appellent l'enfant chéri. Je suis l'invisible, le bouc émissaire. Habituellement, je me contente de garder mes distances, menant ma vie tranquillement dans mon propre appartement à l'autre bout de la ville. Mais le week-end dernier, lors de notre barbecue familial estival obligatoire, la distance n'était pas une option. Le soleil de l'après-midi tapait sans relâche sur le jardin de mes parents. L'odeur de hamburgers calcinés, de crème solaire coûteuse et de bière bon marché flottait lourdement dans l'air humide. J'étais assise au bord de la terrasse en pierre, essayant de m'isoler du brouhaha de mes proches. J'avais mon ordinateur portable professionnel robuste ouvert sur une petite table en fer forgé, en train de vérifier un code critique. Je travaille comme consultante en mise en œuvre de logiciels d'entreprise. Mon travail exige la manipulation de données sensibles cryptées de qualité militaire sur des disques externes physiques. Le petit disque noir, lourd, branché sur ma machine contenait des mois de cadres architecturaux complexes pour un client d'une grande entreprise. Ce n'était pas juste un morceau de métal. Il valait 50 000 $ à la livraison la semaine prochaine. C'était ma réputation. C'était mon gagne-pain. C'est à ce moment-là que Fallon a décidé de me coincer. Elle a attendu que nos tantes et oncles soient distraits par une partie de lancer de fer à cheval sur la pelouse. Elle a pratiquement glissé jusqu'à ma table. Elle sentait intensément un parfum floral coûteux que je savais qu'elle n'avait pas acheté avec son propre argent. Elle s'est appuyée contre le comptoir de la cuisine extérieure en granit juste à côté de mon installation, bloquant ainsi ma vue sur la piscine d'un bleu profond. Sloan, a-t-elle commencé, sa voix dégoulinant de cette fausse douceur mielleuse qu'elle utilise toujours lorsqu'elle est sur le point de demander quelque chose de déraisonnable. J'ai besoin de 45 000 $ pour ma nouvelle idée de start-up. Ça va être la prochaine grande nouveauté dans le secteur de la technologie. Tu t'en sors si bien en ce moment. Tu peux te permettre d'investir dans ta propre sœur. Ce sera un prêt, je te le jure. J'ai arrêté de taper. Je n'ai plus regardé l'écran. J'ai levé les yeux vers elle. Elle portait une robe d'été de créateur d'un blanc immaculé, tenait un mimosa frais dans un verre en cristal, et avait l'air de n'avoir aucune responsabilité ou souci réel dans le monde entier. Ses ongles parfaitement manucurés tapaient en rythme contre son verre. Je lui ai dit non. J'ai gardé ma voix neutre, calme et ferme. Je n'ai pas haussé le ton. Je l'ai juste regardé dans les yeux et j'ai dit, je ne suis pas une banque et je ne vais pas financer une autre de tes entreprises imaginaires qui échouera inévitablement dans 3 mois. Je lui ai dit que j'avais travaillé trop dur pour mon argent pour le jeter par les fenêtres. L'expression douce de Fallon a fondu instantanément. Le masque est tombé. Sa joie s'est crispée et ses yeux se sont rétrécis en un regard de pur ressentiment, non filtré. Elle déteste le mot non. Elle l'a rarement entendu dans sa vie, surtout pas sous ce toit. Elle s'est penchée, faisant semblant d'examiner nonchalamment mon installation de travail. « Oh, tu es toujours tellement obsédé par tes petits trucs d'ordinateur », a-t-elle marmonné. Avant même que mon cerveau ne puisse traiter son mouvement soudain, sa main s'est projetée et a arraché le lourd disque de cryptage de qualité militaire directement du port. « Oups », a-t-elle murmuré. Elle ne l'a pas simplement laissé tomber. Elle a intentionnellement abattu sa main, écrasant violemment le lourd disque contre le bord dur et tranchant du comptoir en granit. J'ai entendu un craquement sinistre et sec alors que le boîtier renforcé se brisait. Puis, d'un simple mouvement du poignet, elle a envoyé le morceau de matériel fracassé tournoyer dans les airs. Il a heurté la surface de la partie profonde de la piscine avec un plouf creux. « Désolé, j'ai accidentellement fracassé ton petit projet »,
a-t-elle dit avec un sourire en coin, inclinant la tête avec un air de pure malice triomphante. Avez-vous déjà ressenti une rage si froide qu'elle vous glace les cordes vocales? Avez-vous déjà été si furieux que votre vision se rétrécit et que le monde devient complètement silencieux? Dites-moi dans les commentaires ci-dessous, car c'est exactement ce qui m'est arrivé en une fraction de seconde. Je suis restée assise là, paralysée sur ma chaise, regardant les bulles remonter à la surface de la piscine. Tout au fond, reposant sur les carreaux bleus, se trouvaient des mois de mon travail acharné. Les données de mon client, mon code complexe, ma réputation professionnelle impeccable, tout cela coulait dans l'eau chlorée. Qu'est-ce qui se passe ici? Ma mère, Béatrice, s'est approchée en tenant un immense plateau de pain à hot dog. Son ton était déjà teinté d'agacement avant même de savoir ce qui se passait. Maman, je crois que j'ai trébuché et que j'ai fait tomber le petit truc d'ordinateur de Sloan dans l'eau. Fallon a immédiatement fait la moue, sa voix prenant un ton plaintif et victimisé. Je me sens si mal. C'était un accident. Ma mère n'a même pas regardé la piscine. Elle n'a pas demandé ce qui était cassé. Elle m'a regardé directement et a poussé un lourd soupir exaspéré. Sloan, ne fais pas de scène. C'était juste une maladresse. Elle est très stressée par sa nouvelle entreprise. Tu dois être plus compréhensive et arrêter d'être si tendue tout le temps. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas retourné la lourde table en fer. Je n'ai pas jeté mon verre au visage de ma sœur. Je suis juste restée assise là, à regarder le visage dédaigneux de ma mère, puis le sourire suffisant et satisfait de ma sœur. J'ai su à ce moment précis que la version polie et accommodante de moi-même était morte. S'ils voulaient voir ce qui se passe quand on pousse une personne rationnelle à bout, ils allaient avoir une place au premier rang. Le silence est une chose amusante. Dans une famille qui se nourrit de disputes bruyantes et d'explosions dramatiques, leur offrir le silence est l'arme la plus déstabilisante que l'on puisse utiliser. Alors que je me levais lentement de ma chaise, le bruit chaotique du barbecue d'été semblait s'estomper en un bourdonnement sourd et lointain. Les éclats de rire de mes oncles, les éclaboussures de mes jeunes cousins dans la partie peu profonde, le grésillement bruyant du grill, tout cela me semblait à des millions de kilomètres. Mon attention était entièrement fixée sur le fond de la piscine. Je me suis dirigée vers le bord en béton. L'eau était cristalline, ce qui rendait incroyablement facile de voir les morceaux écrasés et gorgés d'eau de mon projet à 50 000 $, gisant là comme une épave. Alors que je fixais la faible lumière clignotante du disque qui s'éteignait sous l'eau, un flot massif de souvenirs m'a frappé comme un coup physique à la poitrine. Ce n'était pas un incident isolé. Ce n'était pas une soudaine explosion de rivalité fraternelle. C'était juste la pièce la plus récente, et la plus chère, d'un très long et très douloureux musée de l'histoire toxique de ma famille. Mon esprit m'a violemment ramené à l'époque où j'avais 18 ans. J'avais travaillé en double service dans un restaurant local graisseux pendant 2 années consécutives, rentrant à la maison en sentant les frites rances et l'eau de javel tous les soirs. Je l'ai fait pour économiser assez d'argent pour mon premier semestre de frais de scolarité à l'université. Je gardais tout cet argent sur un compte d'épargne joint que ma mère m'avait ouvert quand j'étais mineure. Une semaine avant l'échéance de mes frais de scolarité, je suis allée à la banque pour obtenir un chèque de banque. Le caissier m'a regardé avec pitié et m'a dit que le compte était vide. Tout avait disparu. Quand je me suis précipitée à la maison et que j'ai confronté ma mère, elle a refusé de me regarder dans les yeux. Elle a feuilleté nonchalamment un magazine et m'a dit que Fallon traversait une période émotionnellement très difficile au lycée et qu'elle avait besoin d'un voyage d'été en Europe pour trouver son inspiration. Elle avait pris l'argent de mes études durement gagnées pour payer les vacances de luxe de ma sœur. J'ai dû me démener et contracter des prêts étudiants prédateurs juste pour maintenir mon inscription. Puis est venue l'année de mes 24 ans. J'avais enfin réussi à acheter ma première voiture décente, une petite berline fiable et sûre que j'avais payée entièrement par moi-même. Fallon m'a supplié de la lui prêter pour aller à une fête, promettant, les larmes aux yeux, qu'elle serait de retour dans 1 heure. Elle l'a ramenée le lendemain matin à l'arrière d'une dépanneuse. L'avant était complètement défoncé. Elle envoyait des SMS en conduisant et avait heurté un camion garé. Mon père, Vernon, est intervenu avant même que je puisse évaluer les dégâts mécaniques. Il m'a tapoté l'épaule,
m'a tendu une bière et m'a dit que je devais payer les réparations moi-même. Il a dit qu'elle était juste jeune et qu'elle faisait des erreurs, et que je ne devais pas ruiner son historique de crédit en impliquant l'assurance. J'ai mangé des nouilles instantanées bon marché pendant 6 mois pour payer cette énorme facture de réparation. Et il y a seulement 3 ans, quand j'en avais 28, j'ai été nominée pour un prestigieux prix de l'industrie. C'était la première fois que je me sentais vraiment reconnue et respectée dans mon domaine hautement compétitif. J'avais économisé et acheté une superbe robe de créateur sur mesure pour le gala. C'était le vêtement le plus cher que j'ai jamais possédé de ma vie. 2 jours avant l'événement, j'ai trouvé la robe fourrée dans le coin sombre au fond de mon placard. La fermeture éclair délicate était violemment arrachée et il y avait une énorme tache de vin rouge collante sur le panneau de soie avant. Fallon s'était faufilé dans mon appartement, l'avait emprunté pour une folle soirée en boîte, l'avait ruiné et l'avait caché comme une lâche. Quand je l'ai confrontée, elle s'est immédiatement mise à pleurer devant mes parents. Ma mère m'a grondé, disant que j'étais matérialiste et cruelle envers ma sœur pour un simple morceau de tissu. J'ai assisté à la plus importante cérémonie de remise de prix de ma vie, portant un blazer bon marché que j'avais acheté dans une friperie sur le chemin. Tous ces souvenirs m'ont submergé en quelques secondes au bord de la piscine. Pendant des années, je m'étais convaincue que si je travaillais plus dur, si je restais à l'écart et que je réussissais, ils finiraient par respecter mes limites. Je pensais que mon indépendance financière construirait un mur épais entre leur toxicité et ma paix. Mais en regardant le disque détruit, j'ai réalisé une vérité fondamentale. Il ne se contentait pas de tolérer le comportement terrible de Fallon. Il l'encourageait. Il nourrissait son sentiment maladif de droit jusqu'à ce qu'il devienne un monstre qui se sentait parfaitement justifié de détruire 50 000 $ de mon dur labeur simplement parce que j'avais osé dire le mot non. J'ai enlevé mes chaussures en cuir, retroussé mon jean en dénime, et suis monté sur la première marche de la piscine. L'eau semblait glaciale contre ma peau. Je suis entré, retenant ma respiration alors que l'eau atteignait rapidement ma taille. J'ai plongé la main au fond et j'ai récupéré le lourd boîtier métallique. Il était trempé, la minuscule lumière indicatrice, sombre et morte. La fissure sur le côté était profonde et dentelée, exposant les puces de mémoire délicates et complexes à l'intérieur au chlore agressif. Je suis sorti de la piscine. Mes vêtements étaient trempés, collant à mes jambes. J'ai enveloppé soigneusement le disque en ruine dans une serviette sèche que j'ai prise sur une chaise longue à proximité. Fallon était toujours debout près du comptoir de la terrasse, observant chacun de mes mouvements. Elle avait l'air légèrement déçue. Elle attendait la dispute. Elle attendait que je l'insulte pour qu'elle puisse verser quelques fausses larmes et que ma mère se précipite pour la réconforter. Sloan, ne fais pas de scène. La voix de ma mère résonna à nouveau dans ma tête. J'ai regardé ma mère. Puis j'ai regardé Fallon. Je ne fais pas de scène, maman, ai-je dit doucement. Ma voix était incroyablement stable, dangereusement calme. Je rentre juste à la maison. Je leur ai tourné le dos, j'ai traversé directement le portail latéral sans me retourner, et je suis monté dans ma voiture. Pendant tout le trajet du retour, mes mains serraient le volant si fort que mes jointures sont devenues d'un blanc éclatant. Mais je n'ai pas pleuré. Pleurer, c'était pour les victimes. Et j'en avais fini d'être une victime. Le trajet jusqu'à mon appartement a semblé durer des heures angoissantes, même s'il ne s'agissait que d'un voyage de 20 minutes à travers la ville. Le silence à l'intérieur de ma voiture était lourd et suffocant, brisé seulement par le bruit de mon jean mouillé qui grinçait contre le siège du conducteur en cuir. Chaque fois que je changeais de position, je jetais un coup d'œil au siège passager où le disque enveloppé dans la serviette reposait comme un patient décédé. 50 000 $. Ce chiffre n'arrêtait pas de clignoter dans mon cerveau comme un panneau d'avertissement au néon. Quand j'ai enfin déverrouillé ma porte d'entrée, le calme familier de mon appartement m'a envahi. Il n'y avait pas de cri ici. Pas de manipulation psychologique, personne pour me dire que je surréagissais, juste mon propre espace suréorganisé. Je suis allé directement dans la cuisine, j'ai déballé le disque et je l'ai posé soigneusement sous les lumières vives de mon îlot central. C'était pire que je ne le pensais au départ. Le bord tranchant du granit avait complètement écrasé le port de données principal, pliant le métal vers l'intérieur, et l'eau de la piscine s'était infiltrée profondément dans le boîtier interne.
Je suis une professionnelle de la technologie expérimentée. Je sais exactement quand un matériel peut être sauvé avec du riz et des prières désespérées. Et je sais quand quelque chose est une perte totale et catastrophique. C'était une perte totale. Le protocole de cryptage de qualité militaire signifiait que les données ne pouvaient pas simplement être extraites d'une sauvegarde cloud distante. Il nécessitait la clé de décryptage physique stockée sur ce même matériel détruit. Ma poitrine s'est serrée et ma respiration est devenue superficielle. La présentation finale au client était dans exactement 9 jours. Je devrais travailler 18 heures par jour, alimenté par rien d'autre que la panique et la caféine pour reconstruire l'architecture complexe à partir de mes sauvegardes secondaires locales fragmentées. Le stress allait être inimaginable. Ma carrière ne tenait qu'à un fil très mince. Mon téléphone a vibré bruyamment contre le comptoir en marbre. C'était une série rapide de messages textes dans la conversation de groupe de la famille. Je l'ai pris et j'ai regardé l'écran lumineux. Maman, Sloan, c'était très impoli de ta part de partir sans dire au revoir à tes tantes et oncles. Fallon se sent très mal d'avoir glissé près de la piscine. Tu lui dois des excuses pour être parti en trombe et avoir gâché l'ambiance pour tout le monde. Tante Margot, exactement. Les réunions de famille sont une question d'amour et de pardon. Tu dois toujours tout rendre si tendu, Sloan. Ce n'est qu'une pièce d'ordinateur. J'ai fixé l'écran. L'audace pure de ces messages m'a fait rire aux éclats. Un son dur et sec qui a résonné étrangement dans la cuisine vide. Ma sœur détruit intentionnellement mon gagne-pain, met en péril mon plus gros contrat client, et c'est moi qui dois des excuses pour avoir gâché l'ambiance d'un barbecue. Je n'ai pas tapé de réponse. Je n'ai pas essayé de me défendre. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux, je l'ai retourné face contre table et je l'ai jeté sur le canapé du salon. Il voulait une dispute. Il voulait que j'agisse comme une folle pour pouvoir justifier de me traiter comme la méchante. J'ai décidé de leur offrir une exécution silencieuse et calculée à la place. Je suis allée dans mon bureau à domicile et j'ai démarré mon ordinateur portable secondaire. La lueur bleue de l'écran projetait de longues ombres nettes à travers la pièce. Je me suis assise dans ma chaise ergonomique, j'ai fait craquer mes doigts et j'ai ouvert mon navigateur web sécurisé. Au cours des 5 dernières années, parce que j'étais la seule de la famille à avoir un revenu décent et stable, j'étais lentement et discrètement devenue la bienfaitrice invisible du style de vie très confortable de Fallon. Elle n'avait pas de vrai travail, mais elle vivait comme une influenceuse mineure des réseaux sociaux, et je savais exactement comment elle s'y prenait. C'était un vaste réseau de comptes partagés, de mots de passe oubliés et de sangsues numériques silencieuses directement attachés à mes comptes bancaires. J'avais laissé faire pendant des années parce que se disputer pour un abonnement de streaming à 15 $ se transformait toujours en un drame familial énorme où j'étais dépeinte comme la sœur aînée avide et peu solidaire. Mais ce soir, les règles du jeu avaient changé. On ne défonce pas ma maison pour ensuite me demander le mot de passe du Wi-Fi. J'ai commencé par les cibles faciles. Divertissement, Netflix, Hulu, Spotify, Amazon Prime. Je suis allé dans les paramètres de sécurité de chaque plateforme, j'ai changé les mots de passe pour des chaînes de caractères très complexes, je me suis déconnecté de tous les appareils actifs dans le monde et j'ai activé une authentification à 2 facteurs stricts, liée uniquement à mon numéro de téléphone. J'ai regardé les petites coches vertes apparaître à l'écran, confirmant les changements. C'était incroyablement satisfaisant, comme arracher de vilaines mauvaises herbes d'un jardin que j'avais négligé trop longtemps. Ensuite, c'était au tour du covoiturage et de la livraison de nourriture. Il y a quelques années, Fallon a prétendu que sa carte de débit avait été volée alors qu'elle était en ville et a demandé frénétiquement d'utiliser mon compte Uber pour rentrer en toute sécurité. J'ai lié ma carte de crédit à son application. Je ne l'ai jamais déliée. J'ai ouvert mon tableau de bord de covoiturage et j'ai révoqué son accès de manière permanente. Puis j'ai fait exactement la même chose pour DoorDash et Uber Eats. Mais alors que je parcourais méticuleusement mon historique d'achat Amazon pour m'assurer qu'elle n'avait pas commandé d'articles coûteux récemment, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Un prélèvement récurrent que je ne reconnaissais pas. 39,99 $ chaque mois. J'ai froncé les sourcils, approchant mon visage de l'écran, cliquant sur les détails spécifiques de la transaction. C'était facturé sous un nom générique vague,
Cloud Storage Pro tiers. Je n'utilise pas ce service. Mon entreprise fournit des serveurs d'entreprise sécurisés pour tous mes besoins de stockage de données. J'ai creusé beaucoup plus profondément, me connectant à mon portail bancaire principal et consultant mes relevés détaillés des 3 dernières années. Mes yeux ont balayé les rangées infinies de chiffres et mon sang s'est glacé. Ce n'était pas juste un seul prélèvement récurrent. Mêlé à mes courses, mes factures et mon essence, il y avait des dizaines de microtransactions, abonnements à des logiciels de conception graphique coûteux, des comptes de design premium, des frais d'hébergement web pour des domaines dont je n'avais jamais entendu parler de ma vie. J'ai sorti ma calculatrice de bureau et j'ai commencé à additionner les chiffres mois par mois, année par année. Le total n'arrêtait pas de grimper. 3 cents dollars par-ci, 50 dollars par-là. C'était méthodique. C'était brillamment calculé pour rester juste en dessous du radar de mes examens budgétaires mensuels occasionnels. Quand j'ai appuyé sur la touche égale, le chiffre final m'a fait tomber l'estomac dans les chaussettes. 12 450 dollars. Au cours des 3 dernières années, ma douce et innocente sœur, Fallon, avait discrètement siphonné plus de 12 000 dollars de mes comptes pour financer secrètement son style de vie somptueux et ses fausses entreprises. Elle n'était pas seulement une gamine gâtée et privilégiée. C'était une voleuse. Je me suis penchée en arrière dans ma chaise, fixant aveuglément le plafond blanc. La colère brûlante du barbecue s'est complètement évaporée, remplacée par une clarté acérée et terrifiante. Il ne s'agissait plus d'un matériel cassé. Il s'agissait d'abus financiers systématiques, et j'allais réduire en cendres son empire factice. L'horloge numérique sur le mur de mon bureau a dépassé minuit. Le reste de la ville à l'extérieur de ma fenêtre était calme et endormi, mais j'étais bien éveillé, alimenté par un café infusé à froid et une adrénaline pure et sans mélange. Découvrir les 12 000 dollars volés avait déclenché un interrupteur puissant au plus profond de moi. Je n'étais plus seulement la sœur aînée agacée et patiente. J'étais une comptable judiciaire en mission de destruction absolue. J'ai ouvert un nouveau dossier numérique hautement crypté sur mon bureau et je l'ai nommé « le classeur ». Ce serait le dépôt central pour chaque preuve que je pourrais rassembler. J'ai passé les 2 heures exténuantes suivantes à télécharger chaque relevé bancaire, en surlignant en jaune vif numérique chaque débit non autorisé que Fallon avait effectué. J'ai pris des captures d'écran en haute résolution des reçus numériques, retraçant les adresses IP des achats jusqu'au routeur de la maison de mes parents où elle vivait. Chaque donnée était un clou dans son cercueil. Puis je suis passé à l'artillerie lourde. Quand j'avais 19 ans et que j'étais encore à l'université, mes parents m'avaient convaincu d'ouvrir une carte de crédit conjointe avec eux pour les urgences. Au fil des ans, à mesure que ma carrière grandissait, j'avais augmenté la limite de crédit de ce compte à un chiffre très confortable et élevé. J'avais depuis longtemps cessé de l'utiliser pour mes dépenses quotidiennes, mais je ne l'avais jamais fermé par pure commodité. Je me suis connecté au portail bancaire de la carte de crédit. Bien sûr, juste là sur le tableau de bord, j'ai vu que Fallon avait une carte secondaire émise à son nom, directement liée à ma ligne de crédit massive. Je n'ai pas simplement cliqué sur le bouton « Je l'ai » sur le site web. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la ligne d'assistance pour la fraude et le service client ouverte 24 heures sur 24. Merci d'avoir appelé. Mon nom est David. Comment puis-je vous aider ce soir, a répondu le représentant somnole. Bonjour David, ai-je dit, en gardant ma voix vive et professionnelle. Je dois signaler une carte comme volée et je dois fermer définitivement tout le compte. Non, n'émettez pas de carte de remplacement à quelque adresse que ce soit. Fermez simplement toute la ligne de crédit, complètement. Avec effet immédiat. En êtes-vous sûre, madame ? Vous avez un excellent historique avec nous, a-t-il demandé, l'air un peu confus. J'en suis certaine, ai-je répondu. Fermez-le. Avec quelques clics bruyants sur son clavier, le cordon ombilical a été définitivement coupé. La ligne de crédit sur laquelle Fallon comptait beaucoup pour acheter ses sacs de créateurs, ses déjeuners coûteux et financer ses illusions de grandeur était officiellement morte. J'ai fait exactement la même chose pour mon forfait de téléphonie mobile familiale. Elle profitait de mon forfait de données illimitées depuis 5 ans.
Je me suis connectée au site web de l'opérateur et j'ai payé les frais de résiliation anticipés élevés entièrement de ma poche, juste pour que son numéro de téléphone spécifique soit instantanément déconnecté de mon compte. Qu'elle profite de n'avoir aucune donnée et aucun service en se réveillant le matin. À 3 heures du matin, mes yeux brûlaient à force de regarder l'écran lumineux, mais j'avais réussi à couper tous les liens financiers et numériques entre nous. J'avais construit un pare-feu massif et impénétrable autour de ma vie. Il ne restait aucune porte dérobée secrète par laquelle elle pourrait se glisser. J'ai finalement fermé mon ordinateur portable, je suis allée dans ma salle de bain et je me suis aspergé le visage d'eau glacée. En me regardant dans le miroir, j'ai vu des cernes sombres et lourds sous mes yeux. Mais j'ai aussi vu autre chose. J'ai vu quelqu'un qui reprenait enfin le contrôle de sa propre vie. Pour la première fois de mon existence, je n'attendais pas que mes parents interviennent pour arranger les choses. Je les arrangeais moi-même, et je le faisais avec une précision chirurgicale. Je suis allée me coucher, mais je n'ai pas dormi d'un clin d'œil. Je suis restée allongée dans le noir, regardant les ombres des lampadaires danser sur le plafond, attendant que le soleil se lève, car je savais exactement ce qui allait se passer lorsque l'enfant chéri se réveillerait et réaliserait que sa poule aux œufs d'or s'était enfin envolée. À 6h15 du matin exactement, mon téléphone a vibré agressivement sur la table de chevet en bois. Je me suis retournée, je l'ai pris et j'ai souri, un vrai sourire, pour la première fois en 24 heures. Le spectacle avait officiellement commencé. L'écran de verrouillage était complètement illuminé par un barrage rapide de messages textes de Fallon. Fallon, pourquoi mon compte Uber est-il bloqué? Fallon, allô? Tu es réveillé? J'essaie de commander mon petit déjeuner en livraison et l'application dit « paiement refusé ». Fallon, Sloan, ce n'est plus drôle. Tu as aussi changé le mot de passe de Netflix? J'essaie de regarder une série en me préparant. Fallon, tu es tellement mesquine et puérile pour un stupide accident à la piscine. Règle ça tout de suite. Je n'ai pas répondu. Je suis allée lentement dans la cuisine, j'ai mis en marche ma cafetière et j'ai regardé les notifications continuer à affluer sur l'écran. Le sentiment de droit pur et sans mélange était à couper le souffle. Moins de 24 heures plus tôt, elle avait intentionnellement détruit 50 000 $ de mon travail professionnel, et elle piquait une véritable crise de colère parce qu'elle ne pouvait pas se faire livrer son latte glacée du matin à mes frais. À 8 heures, la situation s'est considérablement aggravée. Elle a réalisé que sa carte de crédit brillante était refusée à son endroit préféré. Fallon, ma carte ne fonctionne pas. Je suis au salon de coiffure et ma carte est refusée. Tu as annulé la carte. Es-tu folle? Comment suis-je censée payer ça? J'ai pris une lente et satisfaisante gorgée de mon café chaud. La stratégie du silence fonctionnait parfaitement. Elle perdait le contrôle, tapant de plus en plus vite, sa panique frénétique transparaissant à travers l'écran. Quand elle a finalement compris que je n'allais pas répondre à ses SMS, elle a fait ce qu'elle fait toujours face à un inconvénient mineur. Elle a appelé des renforts. Elle a convoqué ses singes volants. À 9h30, mon téléphone a sonné bruyamment. C'était Tante Margot. Tante Margot est la reine incontestée des ragots de notre famille. Elle se nourrit de drames et a toujours été l'alliée la plus féroce de ma mère pour gâter Fallon et trouver des excuses à son comportement terrible. J'ai laissé le téléphone sonner 3 longues fois avant d'appuyer calmement sur le bouton vert de réponse. Sloan. La voix de Tante Margot était incroyablement aiguë, utilisant un ton normalement réservé pour gronder un enfant très vilain et désobéissant. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ta mère est folle d'inquiétude, et Fallon fait une crise de panique totale dans le salon. Je suis restée silencieuse, la laissant remplir l'espace vide de son indignation. Tu l'as exclue de tout pour une erreur maladroite à la piscine. Tu punis ta propre sœur pour un morceau de métal. L'argent t'a rendue froide, Sloan. La famille est plus importante qu'un fichier informatique. Tu dois appeler la banque et réactiver sa carte tout de suite. C'est un comportement inacceptable. Un morceau de métal. C'est ainsi qu'ils appelaient ma carrière. C'est ainsi qu'ils appelaient le projet de 50 000 $ qui payait mon loyer et mettait de la nourriture sur ma table. Tante Margot, ai-je dit, en m'assurant que ma voix était dangereusement calme et basse. Ce n'est pas sa carte.
C'est ma carte. Et je ne finance plus sa vie. C'est ta sœur, a crié Margot à travers le haut-parleur. Elle essaie de monter une entreprise. Elle a besoin de soutien et d'amour, pas que tu la laisses dehors dans le froid. Si son entreprise est si réussie et qu'elle est une telle visionnaire, elle peut payer son propre Uber, ai-je répondu fermement. Ne m'appelle plus à ce sujet. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué le numéro de tante Margot. Mon téléphone a instantanément vibré à nouveau. Cette fois, c'était mon père. J'ai regardé son nom clignoter sur l'écran. Vernon, l'homme qui me disait toujours de maintenir la paix. L'homme qui m'a fait vider mes petites économies pour payer les réparations de ma propre voiture quand son enfant chéri l'a démolie. J'ai balayé l'icône rouge et je l'ai envoyé directement sur la messagerie vocale. Si vous aimez voir cette dynamique familiale toxique s'effondrer, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement. Vous ne croirez pas ce que j'ai découvert ensuite en creusant dans sa fausse entreprise. Le drame des SMS du matin n'était que l'apéritif. Le vrai travail de fond allait commencer. J'avais réussi à couper ses liquidités et ses commodités quotidiennes, mais j'avais encore désespérément besoin de comprendre exactement pourquoi elle avait fracassé ce disque. Oui, elle était en colère que j'ai refusé de lui donner 45 000 $. Mais la façon dont elle l'a détruit, si délibérément, si précisément contre le granit, semblait bien plus qu'une simple crise de colère aléatoire. Cela semblait incroyablement calculé. J'ai emmené mon ordinateur portable secondaire sur ma table de salle à manger, j'ai versé une autre tasse de café, j'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé une plongée forensique profonde dans l'empreinte numérique de Fallon. J'ai commencé par son profil LinkedIn. Fallon aimait projeter l'image immaculée d'une jeune fondatrice affamée et prospère à ses abonnés. Son titre de biographie indiquait « PDG et fondatrice visionnaire de Technova Solutions ». Technova Solutions. J'ai levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru voir mon propre cerveau. Ça sonnait exactement comme un faux nom d'entreprise généré par un programme d'intelligence artificielle bon marché. J'ai fait défiler lentement ses publications récentes. C'étaient les ordures habituelles. Beaucoup de citations inspirantes volées, des photos lourdement filtrées d'elle tenant des tasses de café hors de prix devant des immeubles de bureaux loués où elle ne travaillait pas, et de longs paragraphes décousus sur le train-train quotidien et la culture de l'agitation. Mais en continuant à faire défiler, j'ai trouvé une publication datant d'exactement 2 semaines qui a fait que mon cœur s'est physiquement arrêté de battre pendant une seconde. C'était une photo d'une diapositive de présentation affichée sur un grand moniteur. La légende disait « Aperçu de la brillante architecture back-end de notre nouvelle plateforme SaaS révolutionnaire. De grandes choses arrivent. Restez à l'écoute. » J'ai cliqué sur l'image et j'ai zoomé autant que la résolution le permettait. Le code spécifique sur l'écran était légèrement flou, mais le diagramme structurel unique dans le coin inférieur était sans équivoque. C'était mon architecture. C'était le cadre de sécurité propriétaire exact que j'avais méticuleusement conçu pour mon client, celui qui était stocké en toute sécurité sur le disque de 50 000 $ fracassé qui reposait actuellement, mort, dans ma cuisine. Mes mains ont commencé à trembler sur le clavier, non pas de peur, mais d'une pure fureur volcanique. Elle n'a pas fracassé le disque parce qu'elle était en colère pour l'argent. Elle l'a fracassé parce qu'elle avait désespérément besoin de retarder le calendrier de mon projet. Elle savait que je devrais passer des semaines à reconstruire les données cryptées, ce qui lui donnerait une énorme fenêtre de temps pour présenter secrètement mon architecture à des investisseurs comme sa propre idée brillante, sans que je le découvre et que je la lance en premier. J'avais besoin de plus de preuves. J'avais besoin de l'image complète et indéniable. Je me suis souvenu qu'elle avait un lien vers le site web de son entreprise dans sa biographie sur les réseaux sociaux. J'ai cliqué dessus. C'était une page de destination mal conçue, pleine de photos d'archives, mais tout en bas, il y avait une petite section pour les investisseurs potentiels afin de télécharger sa présentation. J'ai rapidement entré une fausse adresse email et j'ai téléchargé le fichier PDF sur mon bureau. J'ai ouvert le document et j'ai commencé à le lire. Il était plein de mots à la mode technologique vides de sens et de promesses financières creuses. Mais quand j'ai atteint la diapositive 12, le souffle m'a été complètement coupé. La diapositive était intitulée « Notre équipe de direction ». Il y avait une photo brillante,
prise par un professionnel, de Falon l'air sérieux et visionnaire. Juste à côté d'elle, il y avait une photo de moi. Mon nom, Sloan, était inscrit en lettres noires et grasses. Mon titre de poste officiel sur sa diapositive se lisait « Architecte principal ». Sous ma photo de profil, il y avait un long paragraphe détaillant mon vrai CV, mes anciens clients d'entreprise et mes prix de l'industrie. Elle utilisait littéralement ma réputation durement gagnée, mes années de travail acharné et ma crédibilité professionnelle pour légitimer sa fausse start-up auprès de personnes aux poches profondes. Mais c'était pire, bien pire. Sur la dernière diapositive, demandant un tour de financement de démarrage massif de 250 000 $, il y avait une lettre d'engagement formelle. Et au bas de cette lettre formelle, juste à côté de la signature de Falon, il y avait la mienne. Elle avait falsifié ma signature. Je me suis adossée à ma chaise, fixant aveuglément l'écran lumineux jusqu'à ce que ma vision se brouille. Les pièces confuses du puzzle se sont violemment emboîtées dans mon esprit. Elle m'a demandé 45 000 $ au barbecue pour couvrir ses traces immédiates, probablement pour rembourser quelques dettes initiales ou de fausses dépenses de marketing. Quand j'ai dit non, elle a fracassé le disque pour s'acheter le temps dont elle avait besoin pour obtenir le gros investissement de 250 000 $ en utilisant mon identité volée. Ce n'était plus seulement une histoire de rivalité fraternelle. C'était un crime fédéral. L'air dans mon appartement semblait rare et difficile à respirer. Je devais agir très prudemment. Un faux pas, une explosion émotionnelle sur les réseaux sociaux ou un message texte en colère et je pourrais compromettre toute ma position. J'avais besoin d'un professionnel. J'avais besoin d'un requin qui comprenait la loi. J'ai pris mon téléphone et j'ai parcouru mes contacts jusqu'à ce que je trouve Corbin. Corbin était un vieil ami de mes années universitaires qui était devenu un avocat d'affaires impitoyable et très prospère. Nous avions l'habitude d'étudier ensemble à la bibliothèque tard le soir, survivant avec des collations bon marché de distributeurs automatiques. Maintenant, il facturait 500 $ de l'heure pour démanteler des entreprises frauduleuses et protéger les actifs des entreprises. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Sloan, ça fait un bail. Quoi de neuf dans le monde de la tech? Corbin, ai-je dit, ma voix remarquablement stable malgré le chaos dans ma tête. J'ai besoin d'une énorme faveur juridique. Et j'ai besoin de savoir tout de suite si j'ai des motifs solides pour une action en justice majeure. Parle-moi, a-t-il dit, son ton passant instantanément de celui d'un ami d'université à un ton strictement professionnel. Je lui ai tout exposé, le disque de 50 000 $ intentionnellement fracassé, les 12 000 $ volés sur 3 ans, et enfin la fausse présentation avec ma signature falsifiée et ma propriété intellectuelle volée. Je pouvais l'entendre taper furieusement sur son clavier en arrière-plan pendant que je parlais. Sloan, a-t-il finalement dit, laissant échapper un sifflement bas et impressionné. Ta sœur n'a pas simplement franchi une ligne légale. Elle l'a dépassée en courant, une torche enflammée à la main. Ce que tu décris, c'est de la fraude électronique fédérale, du vol d'identité et de la destruction malveillante de propriétés privées. Si nous portons ça directement à la police, elle risque une peine de prison ferme. Je ne veux pas encore aller à la police, lui ai-je dit fermement. Si j'implique les flics maintenant, ma famille va immédiatement faire bloc. Ils lui trouveront un avocat de la défense coûteux, prétendront que je suis mentalement instable et que j'agis par jalousie, et traîneront cette affaire en justice pendant des années. Je veux détruire sa réputation là où ça compte vraiment pour elle, dans le monde des affaires. Je veux couper la tête du serpent. J'aime ta façon de penser, a gloussé Corbin d'un rire sombre à travers le haut-parleur. Envoie-moi tout ce que tu as. Les relevés bancaires, la présentation, les SMS menaçants. Mets tout dans un dossier sécurisé et envoie-moi le lien d'accès. Je suis déjà en train de le construire, ai-je dit. Je l'appelle le classeur. J'ai raccroché et j'ai passé les 4 heures suivantes à organiser obsessionnellement le classeur numérique. J'ai tout classé strictement par date, en croisant l'argent volé de mes comptes avec ses publications sur les réseaux sociaux montrant ses nouveaux achats de luxe ces mêmes jours. J'ai surligné la signature falsifiée dans la présentation et j'ai joint une copie certifiée conforme de ma vraie signature pour une comparaison facile. C'était un chef-d'œuvre de destruction forensique. Juste au moment où je faisais glisser le dernier document PDF dans le dossier sécurisé,
une nouvelle notification est apparue dans le coin de mon écran. C'était un email entrant dans ma boîte de réception professionnelle. Le nom de l'expéditeur a immédiatement attiré mon attention. Monsieur Harrison. Je connaissais très bien ce nom. Monsieur Harrison était un associé principal d'une très importante et puissante société de capital risque sur la côte ouest. Il était bien connu dans l'industrie pour être un investisseur intransigeant, de la vieille école, qui ne tolérait pas les absurdités ou les escrocs. J'ai cliqué pour ouvrir l'email. Cher Sloan, j'espère que cet email vous trouve bien. Votre sœur Fallon a récemment soumis une présentation à notre société demandant un tour de financement de démarrage de 250 000 $ pour Technova Solutions. Nous sommes très intrigués par l'architecture back-end que vous auriez conçue. Cependant, la diligence raisonnable standard exige que je vérifie personnellement votre implication, en particulier en ce qui concerne la signature sur la lettre d'engagement. Veuillez appeler mon bureau à votre plus proche convenance pour confirmer votre statut de cofondatrice. Cordialement, Arthur Harrison. J'ai fixé l'écran, un lent et dangereux sourire se dessinant sur mon visage. Fallon avait visé les étoiles, mais elle avait accidentellement pointé une arme chargée directement sur sa propre tête. Monsieur Harrison n'était pas un amateur crédule qu'elle pouvait facilement tromper. C'était un requin professionnel, et il venait de me tendre l'allumette pour allumer la dynamite. J'ai transféré l'email directement à Corbin avec une seule ligne de texte. La cible vient de se peindre une énorme cible dans le dos. Si vous adorez cette histoire et voulez voir comment je démolis son empire factice pièce par pièce, veuillez laisser un commentaire ci-dessous disant « Je suis gagnante ». C'est notre code secret pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, et je mettrai un cœur et répondrai à chaque commentaire contenant ce mot-clé. Restez à l'écoute car le piège est tendu, et il est sur le point de se refermer. Le lendemain matin de ma conversation avec Corbin, l'air dans mon appartement semblait différent. Il n'était plus chargé de panique ou suffocant de colère. Il était vif, clair et nettement concentré. Je n'étais plus une victime réagissant aux caprices chaotiques d'une dynamique familiale toxique. J'étais une professionnelle orchestrant une démolition méticuleusement planifiée. J'ai fait une nouvelle cafetière, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert un lien de vidéoconférence sécurisé avec Corbin. Il était assis dans son bureau d'angle en hauteur au centre-ville, portant un costume bleu marine impeccable, ayant tout l'air du requin juridique dont j'avais besoin. « Bonjour, Sloan », a-t-il dit, sirotant dans une tasse en céramique élégante. J'ai examiné tout le dossier numérique que tu m'as envoyé hier soir. Le classeur est, franchement, un chef-d'œuvre de documentation. Tu as parfaitement lié ces dépenses non autorisées aux dates exactes de ces achats de luxe. La signature falsifiée sur la présentation est le clou du cercueil. Alors, quelle est notre prochaine action immédiate, ai-je demandé, en gardant ma voix égale. Nous frappons fort et nous frappons en premier, a répondu Corbin en se penchant vers sa caméra. J'ai rédigé une mise en demeure formelle, mais ce n'est pas votre avertissement poli standard pour cesser de faire quelque chose. C'est une campagne de choc et d'effroi juridique. Nous décrivons les lois fédérales exactes qu'elle a violées. Fraude électronique, vol d'identité, fausse déclaration frauduleuse, destruction malveillante de propriété. Nous exigeons officiellement une restitution immédiate pour le disque détruit de 50 000 $, plus le remboursement des 12 450 $ qu'elle a volés sur tes comptes. Et si elle l'ignore, ai-je demandé. Corbin a souri, une expression acérée et prédatrice. La lettre stipule explicitement que le non-respect dans les 48 heures entraînera la transmission immédiate de toutes les preuves au Federal Bureau of Investigation ainsi qu'aux forces de l'ordre local pour des poursuites pénales. Je l'envoie par courrier certifié avec livraison le lendemain à l'adresse de tes parents. Mais pour assurer un impact maximal, j'envoie également une copie numérique à elle, en mettant tes parents en copie, ainsi que les autres prétendus membres du conseil d'administration qu'elle a listés sur le site web de sa fausse entreprise. Fais-le, ai-je dit sans la moindre hésitation. J'ai regardé son doigt taper sur la souris. Envoyé, a-t-il confirmé. La copie physique arrivera à leur porte demain matin à 10 heures. Maintenant, nous attendons l'onde de choc. Je n'ai pas eu à attendre le lendemain matin. L'onde de choc numérique a frappé exactement 45 minutes plus tard. Mon téléphone,
qui était resté merveilleusement silencieux depuis que j'avais bloqué tante Margot, a soudainement éclaté. Ce n'était pas Fallon qui appelait. C'était ma mère, Béatrice. J'ai pris une profonde inspiration, renforçant mentalement les murs d'acier que j'avais construits autour de mes émotions, et j'ai répondu à l'appel. « Sloan !» a crié ma mère. Sa voix était si stridente et forte que j'ai dû éloigner le téléphone de quelques centimètres de mon oreille. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Fallon vient de descendre en hurlant. Nous venons de recevoir un email d'un cabinet d'avocats d'affaires menaçant de la mettre en prison fédérale. Je suis restée parfaitement silencieuse, laissant son écho hystérique s'estomper en arrière-plan. « Est-ce que tu m'écoutes ?» a-t-elle pleuré, sa respiration lourde et erratique. « Tu as engagé un avocat contre ta propre sœur pour une stupide pièce d'ordinateur et quelques dollars empruntés. Tu essaies de ruiner sa vie. Tu essaies de détruire notre famille. Annule ça immédiatement, Sloan. »« Maman, ai-je dit, en gardant ma voix aussi froide et dure qu'un glacier. Elle n'a pas emprunté quelques dollars. Elle a systématiquement volé plus de 12 000 dollars sur 3 ans. Et elle n'a pas seulement cassé une pièce d'ordinateur. Elle a malicieusement détruit 50 000 dollars de ma propriété intellectuelle professionnelle, puis a utilisé mon nom et falsifié ma signature pour solliciter frauduleusement $250 000 d'une société de capital risque. Elle est juste confuse, a gémi ma mère, s'accrochant désespérément à son habitude de toute une vie d'être une facilitatrice. Elle essaie de se construire et tu es juste jalouse qu'elle ait de grands rêves. C'est ta sœur, Sloan. Tu es censé la protéger. Protéger quelqu'un de ses propres conséquences n'est pas de l'amour, maman, ai-je répondu calmement. C'est juste le préparer à une chute beaucoup plus dure. Je pouvais entendre Fallon se lamenter théâtralement en arrière-plan, sanglotant sur le fait que j'étais un monstre diabolique et jaloux qui voulait l'avoir échoué. Tu dois appeler cet avocat et lui dire que c'était un malentendu, a exigé Béatrice, son ton passant de la panique à un ordre autoritaire. Je suis ta mère et je te dis de régler ça tout de suite. Nous réglons les choses dans cette famille. Nous ne faisons pas appel à des avocats extérieurs. J'ai ressenti un soudain et profond sentiment d'épuisement. Pas l'épuisement physique de longues heures de travail, mais l'épuisement spirituel profond de traiter avec des gens qui refusent de vivre dans la réalité. Je ne règle rien, maman, ai-je dit. Je vous avais tous prévenus. J'ai maintenu la paix pendant des années. J'ai payé les factures. J'ai pris le blâme. Je suis restée silencieuse. Mais elle a franchi une ligne qui ne peut être effacée. Elle a pris une décision commerciale. Maintenant, elle fait face à des conséquences commerciales. Sloan, si tu n'arrêtes pas ça, a commencé à menacer ma mère. Je raccroche maintenant, les jeux interrompus. Ne m'appelle plus, sauf si c'est pour discuter de son plan de paiement pour la restitution. J'ai mis fin à l'appel. Je n'ai pas encore bloqué son numéro. Je voulais qu'ils aient la possibilité de me contacter lorsque la réalité de la situation finirait par percer leurs illusions. J'ai posé doucement le téléphone sur le bureau. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur ne battait pas la chamade. Pour la première fois en 31 ans, je me sentais complètement, totalement libérée de leur chantage émotionnel. Le coup de semonce juridique avait été tiré dans le salon de ma famille. Mais ce n'était que la moitié de la bataille. Fallon avait arrogamment pénétré dans mon arène professionnelle, et je devais m'assurer qu'elle en soit définitivement expulsée. À 14 heures, j'ai enfilé un blazer noir bien coupé sur une blouse blanche impeccable. J'ai ajusté l'éclairage de mon bureau à domicile pour m'assurer d'avoir l'air soigné, professionnel et entièrement en contrôle. J'ai cliqué sur le lien de vidéoconférence sécurisé fourni dans l'email de Monsieur Harrison. L'écran a clignoté, et Arthur Harrison est apparu. C'était un homme plus âgé aux cheveux argentés, aux yeux bleus perçants et à l'aura d'autorité intense. Il était assis dans un bureau minimaliste aux parois de verre, surplombant la ligne d'horizon de San Francisco. « Mademoiselle Sloan » m'a-t-il salué, sa voix profonde et graveleuse. « Merci de prendre le temps à si court préavis. Je prends la diligence raisonnable très au sérieux dans cette société, et quand j'ai vu une architecte technique de votre calibre attachée à un tour de financement mené par quelqu'un sans absolument aucune formation technique, j'ai eu besoin d'avoir une conversation.
Merci de m'avoir contacté, monsieur Harrison, ai-je répondu sans heurts. J'apprécie votre rigueur. Je crois que cette conversation clarifiera beaucoup de choses pour nous deux. Il s'est penché en avant, joignant ses doigts. Allons droit au but. Votre sœur Fallon a présenté une architecture de cryptage très sophistiquée. Cependant, lors de notre appel téléphonique préliminaire, elle n'a pas pu expliquer la logique fondamentale de base du code. Elle s'en est entièrement remise à vous, affirmant que vous étiez le génie silencieux en coulisses. Avez-vous conçu l'architecture présentée dans la présentation de Teknova Solutions? Oui, c'est moi, ai-je répondu sans hésitation. Excellent, a-t-il acquiescé. Donc vous confirmez votre partenariat dans cette entreprise et vous vérifiez votre signature sur les documents d'engagement. Non, monsieur, ai-je dit en maintenant un contact visuel absolu avec la caméra. Je confirme que j'ai conçu cette architecture spécifique pour un client d'entreprise complètement différent. Je confirme également que je n'ai absolument aucune implication avec Teknova Solutions. Je n'ai jamais accepté d'être cofondatrice et la signature sur votre document d'engagement est une contrefaçon complète. Monsieur Harrison s'est figé. Le léger sourire poli et commercial a complètement disparu de son visage, remplacé par un regard de pure fureur glaciale. C'était un homme qui déplaçait des millions de dollars par jour. Il n'appréciait pas d'être traité comme un imbécile par une amatrice de 27 ans. Êtes-vous en train de me dire que cette jeune femme a tenté de solliciter $250 000 de ma société en utilisant de la propriété intellectuelle volée et des documents frauduleux, a-t-il demandé, sa voix baissant d'une octave. C'est exactement ce que je vous dis, ai-je dit. J'ai déjà retenu les services d'un avocat. Une mise en demeure formelle a été émise ce matin concernant le vol de ces données. Si vous avez besoin que je partage mon écran pour vous montrer les dépôts de code originaux horodatés afin de prouver ma propriété, je serai plus qu'heureuse de le faire dès maintenant. Ce ne sera pas nécessaire, a-t-il dit sèchement. Votre réputation vous précède dans cette industrie, Sloan. Je connais votre travail antérieur. C'est la seule raison pour laquelle j'ai même ouvert sa présentation en premier lieu. Il a détourné le regard de la caméra un instant, tapant quelque chose rapidement sur son clavier. L'ironie de la situation est stupéfiante, a-t-il marmonné. Elle a essayé de me vendre une plateforme de sécurité des données révolutionnaire en utilisant une base de vol d'identité et de fraude flagrant. C'est une insulte à mon intelligence. Je comprends tout à fait, ai-je dit. Je m'excuse que le drame de ma famille ait brièvement croisé le chemin de votre société. Je gère la situation de manière agressive de mon côté. Ne vous excusez pas pour le comportement criminel de quelqu'un d'autre, Sloan, a dit monsieur Harrison, ses yeux revenant sur les miens. Vous m'avez rendu un immense service aujourd'hui. J'étais à un jour d'autoriser un audit technique qui aurait fait perdre des milliers de dollars de temps à ma société. Je veillerai personnellement à ce que le nom de Fallon et le nom de Teknova Solutions soient définitivement mis sur liste noire dans tous les principaux réseaux de capital risque de la côte ouest. Elle n'obtiendra jamais un seul centime de financement dans cette industrie. Merci, monsieur Harrison. C'est tout ce que je pouvais demander. Il a fait une pause, étudiant attentivement mon visage à travers l'écran. Son expression s'est légèrement adoucie, passant de l'investisseur en colère à l'homme d'affaires calculateur. Vous savez, Sloan, a-t-il commencé lentement. Ma société restructure actuellement la sécurité back-end de 3 de nos startups fintech nouvellement acquises. C'est un désordre. Elles ont besoin d'un architecte qui sait vraiment ce qu'il fait. Quelqu'un qui opère avec une intégrité et une précision extrême. Quelqu'un exactement comme vous. J'ai haussé un sourcil, sincèrement surprise par ce revirement. Je vous écoute, ai-je dit. Je veux contourner les canaux habituels des agences, a-t-il poursuivi. Je veux vous offrir un contrat direct de consultation pour ma société. Nous pourrons discuter des chiffres exacts plus tard cette semaine, mais je vous assure que ce sera nettement plus lucratif que ce que votre client actuel vous paie. J'ai souri, un vrai sourire sincère. Je serais très intéressé par l'examen de cette proposition, monsieur Harrison. Nous avons terminé l'appel en excellents termes. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai pris une profonde inspiration. Fallon avait essayé d'utiliser mon nom pour construire un empire factice et assurer son avenir.
Au lieu de cela, elle m'avait accidentellement offert l'opportunité de réseautage la plus lucrative de toute ma carrière, tout en garantissant son propre exil permanent du monde des affaires. L'univers a vraiment un sens de l'ironie brillant. La destruction numérique et professionnelle de Fallon se déroulait parfaitement, mais je connaissais ma famille. Ils étaient des maîtres du déni. Un email d'un avocat pouvait être supprimé. Un appel téléphonique hystérique de ma mère pouvait être rationalisé comme un malentendu. Si je voulais vraiment briser le cycle toxique, je devais leur présenter quelque chose de physique, quelque chose qu'ils ne pourraient pas balayer ou ignorer. Je suis allée dans une imprimerie locale du centre-ville. J'ai apporté une clé USB sécurisée contenant tout le contenu du classeur. Je me suis tenue devant l'imprimante industrielle à grande vitesse et j'ai regardé page après page de vérité indéniable glisser dans le bac de sortie. J'ai imprimé les relevés bancaires surlignés détaillant les 12 000 $ qu'elle avait volés. J'ai imprimé les journaux d'adresse IP horodatés montrant que les achats avaient été effectués depuis leur réseau Internet domestique. J'ai imprimé des captures d'écran en haute résolution des publications de Fallon sur les réseaux sociaux se vantant de ses nouvelles chaussures de créateur les jours même où l'argent était retiré de mes comptes. Puis j'ai imprimé la présentation de Technova Solutions. J'ai imprimé l'email de Monsieur Harrison confirmant sa tentative frauduleuse d'obtenir un financement. Et enfin, j'ai imprimé une copie certifiée de la lettre de mise en demeure rédigée par Corbin. Quand tout fut terminé, j'avais une pile de papier de 5 cm d'épaisseur. Je l'ai relié dans un élégant classeur noir et lourd. Il pesait dans mes mains. Il avait le poids de la justice. Je n'ai pas inclus une longue lettre émotionnelle. Je n'ai pas écrit un essai larmoyant sur à quel point il m'avait blessé au fil des ans. J'ai simplement pris un petit post-it jaune vif et j'ai écrit 2 phrases en marqueur noir gras. Votre enfant chéri vient de commettre une fraude fédérale. Réglez ça, ou je laisserai le FBI le faire. J'ai collé la note sur la couverture avant du classeur noir, j'ai glissé le tout dans une enveloppe d'expédition robuste et j'ai payé pour une livraison certifiée le lendemain, exigeant une signature directe de mon père, Vernon. J'ai intentionnellement adressé le colis à mon père. Ma mère l'aurait jeté à la poubelle pour protéger sa précieuse petite fille. Mais mon père, malgré sa lâcheté et sa tendance à éviter les conflits, était un homme qui se souciait profondément de son image publique et de sa situation juridique. C'était un homme soucieux des détails quand il s'agissait de sa propre sécurité. Je savais qu'une fois qu'il ouvrirait ce paquet, il lirait chaque ligne. J'ai déposé le colis au comptoir du service de messagerie à 16 h. Et puis l'attente a commencé. Pendant les 48 heures suivantes, ma vie est devenue une ville fantôme. Mon téléphone n'a pas sonné. Aucun message texte n'a retenti sur mon écran. Même la page Facebook habituellement active de Tante Margot est devenue complètement et étrangement silencieuse. C'était un silence étrange et lourd. C'était le silence d'une bombe tombant dans les airs juste avant de toucher le sol. J'ai passé ces 2 jours à travailler à la restauration de l'architecture pour mon client actuel. J'ai commandé à emporter, j'ai bu beaucoup de tisane et j'ai regardé la pluie tomber contre les fenêtres de mon appartement. Je ressentais un étrange sentiment de paix. Je n'essayais plus de contrôler leur récit. Je leur avais simplement remis la vérité brute, et quoi qu'il arrive ensuite, cela dépendait entièrement d'eux. Le soir du 2e jour, j'étais assise sur mon canapé à lire un livre quand l'écran de mon téléphone s'est soudainement allumé dans la pièce sombre. C'était un message texte, pas de Fallon, pas de ma mère. C'était de mon père, Vernon. Le message était incroyablement court. Vernon, nous avons reçu les documents. Nous parlerons bientôt. J'ai fixé le texte blanc brillant sur l'écran sombre. Il n'y avait pas de colère dans son message. Pas de menace, pas d'accusation de surréaction, pas de demande d'excuses. Juste une reconnaissance froide et factuelle de la réalité. Je n'ai pas répondu. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai reposé sur la table basse. Le dôme de fer du déni dans la maison de ma famille s'était enfin fissuré. L'explosion arrivait, et pour la première fois de ma vie, j'étais assise à une distance de sécurité, complètement à l'abri de l'onde de choc. Le silence s'est rompu un mardi matin. L'explosion n'est pas venue directement de mes parents. Elle est venue par l'intermédiaire de la diffuseuse désignée de la famille.
Mon téléphone a vibré avec un appel entrant de tante Margot. Il y a quelques jours à peine, elle m'avait crié dessus, me traitant de froide et de matérialiste. Cette fois, quand j'ai répondu, sa voix était complètement différente. Elle était chuchotée, frénétique et dégoulinante de choc. Sloan, a-t-elle murmuré comme si elle se cachait dans un placard, transmettant des secrets d'État. Tu es là? Je suis là, Margot, ai-je dit, me penchant en arrière dans ma chaise de bureau. Chez tes parents, c'est un désastre absolu, a-t-elle soufflé lourdement dans le microphone. C'est un cauchemar complet. Raconte-moi, ai-je dit simplement. Selon Margot, le livreur était arrivé en plein milieu du dîner la veille au soir. Mon père avait signé pour le lourd paquet, l'avait ouvert à la table à manger et avait commencé à lire. Alors qu'il feuilletait l'épaisse pile de relevés bancaires et de menaces légales, toute la couleur a complètement quitté son visage. Il est devenu livide, aussi blanc qu'une feuille de papier. Il n'a pas crié immédiatement. Il a juste continué à lire, ligne par ligne, page par page. Le silence dans la salle à manger est devenu terrifiant. Ma mère lui a demandé ce qui n'allait pas, mais il l'a ignoré. Finalement, il a claqué le lourd classeur noir sur la table, faisant vibrer les assiettes. Il a regardé directement Fallon, qui était assise en face de lui, picorant sa salade. Il l'a interrogé comme un témoin hostile, a chuchoté Margot. Il lui a demandé d'expliquer les 12 000 $. Il lui a demandé d'expliquer la signature falsifiée. Il lui a demandé pourquoi un cabinet d'avocats d'affaires menaçait d'appeler le FBI à son domicile. Fallon a paniqué. Elle est immédiatement revenue à son scénario habituel et épuisé. Elle s'est mise à pleurer hystériquement. Elle a prétendu que c'était un grand malentendu. Elle a prétendu que je déformais les faits pour la faire passer pour une mauvaise personne parce que j'étais jalouse de sa jeunesse et de ses grandes idées de start-up. Elle a regardé ma mère, suppliant Béatrice d'intervenir et de la sauver comme elle l'avait toujours fait. Mais cette fois, ça n'a pas marché. Ta mère est restée assise là, m'a dit Margot, sa voix tremblant légèrement. Béatrice a vu la menace légale. Elle a vu le mot crime. Elle a vu les relevés bancaires. Elle ne pouvait plus combattre la logique avec des chansons. Elle est juste restée assise là, les lèvres pincées, regardant Fallon comme si elle était une étrangère. Elle avait peur d'aller en prison en tant que complice. Quand Fallon a réalisé que sa mère n'allait pas la protéger, elle a essayé de courir à l'étage dans sa chambre. Mon père l'a arrêtée. Selon Margot, Vernon s'est levé, a pointé un doigt tremblant vers la porte d'entrée et a porté le coup de grâce. Il lui a dit de faire ses valises, a dit Margot. Il a dit, plus d'aide. Plus de couverture pour toi. Tu as épuisé toutes les chances que tu as jamais eues, et tu mets ma liberté en danger. Sors de ma maison ce soir. Le lendemain matin, Fallon était partie. Elle a traîné 2 lourdes valises et un sac de sport jusqu'à l'allée et a appelé un Uber, un qu'elle a réellement dû payer avec son propre argent restant. Elle n'avait absolument aucun plan, aucun revenu et nulle part où aller de façon permanente. La nouvelle s'est propagée dans le réseau familial élargi plus vite qu'un feu de forêt. Les mêmes tantes, oncles et cousins qui m'avaient traité avec empressement de froide, égoïste et mesquine dans la conversation de groupe quelques jours auparavant étaient soudainement complètement silencieux. Le groupe WhatsApp de la famille est devenu totalement mort. C'était presque hilarant. Quand j'étais dépeinte comme la méchante irrationnelle pour un ordinateur portable cassé, tout le monde avait une opinion bruyante. Mais maintenant que la vérité indéniable était exposée en noir et blanc, à l'encre légale, il ne pouvait pas taper assez vite pour rester hors de la zone de déflagration. Mais l'effondrement du monde de Fallon ne s'est pas arrêté aux limites de notre arbre généalogique. Son empire social s'est effondré tout aussi rapidement. Après que M. Harrison l'ait officiellement mise à l'index, la nouvelle s'est répandue rapidement dans la communauté locale de la tech et des startups. Les amis qui l'avaient encouragé, les connaissances mutuelles qui assistaient à ces somptueux brunchs payés par mon argent volé ont soudainement disparu. La moitié d'entre eux ont cessé de répondre à ces appels frénétiques. Les autres l'ont discrètement désabonné sur Instagram et LinkedIn, essayant désespérément de se distancier d'une fraudeuse connue. Un ami commun m'a finalement envoyé un SMS pour me dire que toute la fausse entreprise de Fallon s'était évaporée du jour au lendemain.
Aucun investisseur ne prenait ses appels. Aucun partenaire ne voulait s'associer à elle. Elle squattait actuellement un canapé dans un appartement exigu avec une fille dont elle se moquait autrefois pour sa pauvreté. Son empire de papier avait complètement brûlé, et tout ce que j'avais eu à faire était de leur tendre les allumettes. Cela fait 6 mois que Fallon a été expulsé de la maison de mes parents avec 2 valises et un ego brisé. La poussière est enfin retombée et le paysage de ma vie est complètement différent. Je n'ai pas échangé un seul mot avec ma sœur depuis le jour où elle a fracassé mon disque dans la piscine. Nous sommes des étrangères maintenant, et je préfère que ce soit ainsi. Ma mère envoie un SMS occasionnel pour les fêtes. Ils sont courts, remarquablement polis et totalement dépouillés de sa manipulation émotionnelle et de ses culpabilisations habituelles. Les messages de mon père sont encore plus courts. Juste un simple « j'espère que tu vas bien » toutes les quelques semaines. Les interminables leçons suffocantes sur la loyauté familiale et le soutien à ma sœur ont complètement cessé, remplacées par une trêve très silencieuse et très précaire. Il réalise enfin que le pont est brûlé et que je suis la seule à détenir la carte pour le reconstruire. Je ne suis juste pas intéressée à le faire de sitôt. Je n'ai pas cherché à briser ma famille. J'ai simplement cherché à me protéger d'être vidée de ma substance. Et ce faisant, je les ai forcés à regarder une vérité qu'ils avaient passé des décennies à essayer d'éviter. Protéger Fallon des conséquences de ses propres actions terribles n'était pas de l'amour. C'était un poison qui lui permettait de rester une enfant perpétuellement destructrice. Quant à ma carrière, la destruction de ce disque s'est avérée être le plus grand catalyseur de mon succès. Il y a un dernier secret que je n'ai jamais dit à ma famille. Le jour où Fallon a fracassé ce disque de 50 000 $, je n'ai pas réellement perdu le projet. Je suis une architecte de sécurité d'entreprise. Je suis paranoïaque de profession. J'avais une sauvegarde cloud cachée et entièrement cryptée de toute l'architecture client, stockée sur un serveur sécurisé en Suisse. Le disque fracassé était un inconvénient qui m'a retardé d'exactement 1 semaine. Mais j'ai laissé Fallon croire qu'elle m'avait détruite. J'ai laissé son arrogance l'aveugler parce que je savais que si elle pensait que j'étais impuissante et en difficulté, elle deviendrait négligente et ferait une erreur fatale. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est tombée droit dans le piège de Monsieur Harrison. En parlant de Monsieur Harrison, il a tenu parole. 1 mois après les retombées, sa société de capital risque m'a offert un contrat de consultation exclusif pour reconstruire les cadres de sécurité de leur start-up nouvellement acquise. Le contrat n'était pas de 50 000 $. Il était de 350 000 $. Avec ce contrat en poche, j'ai finalement déménagé de mon appartement exigu et j'ai acheté un magnifique penthouse ensoleillé surplombant la ligne d'horizon de la ville. J'ai modernisé tout mon espace de travail. J'ai construit des murs d'acier autour de ma vie, tant sur le plan financier qu'émotionnel, et personne ne franchit ces portes sans avoir d'abord gagné ma confiance. Je garde toujours le classeur dans le tiroir du bas de mon nouveau bureau. Je ne le garde pas parce que je prévois de l'utiliser à nouveau. Je le garde comme un rappel physique. Les limites ne se construisent pas en une seule dispute bruyante et dramatique. Elles se construisent à travers 100 décisions silencieuses et incroyablement difficiles d'arrêter de laisser les personnes toxiques vous traiter comme si vous leur deviez votre santé mentale. La semaine dernière, j'ai vu Fallon. Je sortais d'un café haut de gamme du centre-ville après une réunion avec un client quand je l'ai aperçue de l'autre côté de la rue. Elle balayait la terrasse d'un petit café en difficulté. Elle portait un tablier délavé et froissé sur un simple t-shirt. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné et le maquillage lourd et coûteux qu'elle portait autrefois avait disparu. Elle ne regardait pas son téléphone, créant une fausse vie pour Internet. Elle regardait juste le trottoir en béton, les épaules affaissées, l'air de porter un poids très lourd depuis très longtemps. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu ce sourire arrogant sur son visage. Je n'ai pas vu le sentiment de droit ou le défi vicieux dans ses yeux. J'ai juste vu une personne profondément épuisée et humiliée qui avait finalement heurté le monde réel. Elle a levé les yeux de son balai et m'a vu de l'autre côté de la rue, dans mon manteau sur mesure, tenant mon café coûteux. Elle s'est figée. Nos regards se sont croisés pendant 3 longues secondes. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas lancé un regard noir.
Je n'ai pas ressenti une soudaine vague de joie triomphante. J'ai juste ressenti un sentiment de paix écrasant. Elle a détourné le regard la première, baissant la tête et est retournée balayer la saleté de la terrasse sans dire un seul mot. J'ai fait demi-tour et j'ai continué à marcher vers ma voiture. La vengeance ne m'intéressait plus. La justice avait déjà été parfaitement rendue. Elle se l'était entièrement infligée à elle-même. Chaque corde coupée, chaque pont brûlé, chaque porte claquée était de son propre fait. Tout ce que j'ai fait, c'est m'écarter et arrêter de la protéger de l'avalanche qu'elle avait déclenchée. Parfois, je me demande si Fallon pense vraiment à ce qu'elle a perdu ou si elle me blâme encore dans les moments calmes de sa nouvelle vie. Mais je me rappelle rapidement que ce n'est plus mon travail de me le demander. Parce qu'en fin de compte, la vengeance la plus puissante et la plus dévastatrice au monde n'était pas de la détruire. C'était simplement de m'éloigner, de vivre ma meilleure vie et de la laisser se détruire elle-même. Et je l'ai fait de manière complètement calme, complètement silencieuse, sans jamais avoir à élever la voix. Thanksgiving approche dans quelques semaines et mes parents ont recommencé à appeler, me suppliant de venir dîner et de laisser le passé derrière nous. Ils disent que la famille se sent brisée sans moi. Ai-je tort de continuer à ignorer leurs appels et de prévoir de passer les vacances sur une plage à Hawaï à la place ?